Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Aline Ramon-Roquin. Donc merci d'abord à Mathieu et au comité scientifique de me donner l'opportunité de vous présenter donc le projet Colombe. Le projet Colombe, c'est un projet qui est porté par le département de médecine générale qui travaille depuis quelques années sur la problématique de la prise en charge des patients lombalgiques en collaboration avec une équipe de santé au travail. Et puis qui va reposer aussi sur la collaboration avec d'autres départements de médecine générale, donc notamment Nantes, Rennes, Nice. Et puis on a intégré à l'équipe de recherche, parce que ça nous semblait nécessaire, vous verrez pourquoi après, un kinésithérapeute. Donc Colombe, ça veut dire prise en charge coordonnée des patients lombalgiques. Et c'est un programme donc, pour lequel on a reçu un financement dans le cadre du programme de recherche sur la performance des systèmes de santé, donc piloté par la DGOS, donc à hauteur d'environ 600 000 €. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse depuis un certain temps à Angers et dans d'autres lieux à la plainte lombalgique ? Tout d'abord parce que ça concerne un adulte sur 2 en France chaque année qui souffre de mal de dos. Et puis c'est une des 3 premières causes d'invalidité en France quand la plainte lombalgique persiste et commence à avoir des répercussions socio-professionnelles, psychosociales notamment. L'histoire naturelle de la lombalgie montre qu'après un épisode de lombalgie aiguë, qui a de grandes chances de se résoudre favorablement dans les premières semaines d'évolution, la probabilité de récupération va réduire drastiquement après 4 semaines. Passé 4 semaines, si le problème n'est pas résolu, si la plainte persiste, on a de gros risques de passer à de la chronicité et à des répercussions psychosociales potentiellement importantes. Et par ailleurs, quand on a eu mal au dos, 1 an plus tard, une personne sur 3 a encore ou de nouveau mal au dos. Donc on s'intéressera, vous verrez plus loin dans le projet spécifiquement, aux patients qui ont une plainte lombalgique qui persiste ou qui récidive à plusieurs reprises. Alors, quand on s'intéresse à la littérature qui a essayé de comprendre les attentes des patients, quand on interroge les patients pour savoir comment est-ce qu'ils vont considérer qu'ils sont améliorés après un épisode de lombalgie, on voit que c'est très multidimensionnel. Pour qu'un patient considère qu'il aille mieux au niveau de son mal de dos, il faut à la fois qu'il ait une amélioration de son niveau de douleur, mais également souvent qu'il ait une possibilité de retourner au travail, une qualité de vie qui soit améliorée, une réduction de ses incapacités fonctionnelles et également un retour à la participation sociale, comme reprendre le sport, pouvoir jouer avec ses petits-enfants, etc. Et ils expriment des attentes spécifiques vis-à-vis des professionnels de santé qui les accompagnent et du système de soins. Donc ils attendent avant tout une écoute, un accompagnement qui soit individualisé. Ils attendent qu'on les guide un peu, qu'on les motive. Pour un certain nombre d'entre eux, ils sont en attente forte d'un diagnostic étiologique, ce qui amène parfois des demandes d'imagerie. Ils attendent aussi de la reconnaissance par rapport à ce qu'ils traversent. Et puis, globalement, ils attendent aussi une prise en charge qui soit cohérente entre les différents acteurs du système de santé et une prise en charge qui soit efficace, dynamique. Alors, en quoi est-ce que les patients lombalgiques nous concernent, nous, médecins généralistes ? Donc, les données, c'est issu de l'étude Ecogène, qui est une étude nationale auprès des médecins généralistes. Donc, 7% de nos consultations pour les patients de 18 à 65 ans concernent une plainte lombalgique. Ce qui fait qu'on est, avec les kinésithérapeutes, les professionnels de santé, de très loin les plus consultés par les personnes qui souffrent de mal de dos, et qui fait qu'on est vraiment en première ligne dans cette symptomatologie. Par ailleurs, ça c'est clairement démontré dans la littérature, les déterminants de la persistance d'une plainte lombalgique ou des répercussions de cette lombalgie touchent à différents champs et aux dimensions bio, psycho et sociales, ce qui fait qu'on a certaines compétences qui nous permettent de prendre en charge ces patients d'une façon globale et centrée sur la personne. Malgré tout ça, les médecins généralistes, quand on les interroge, expriment souvent de la frustration dans l'accompagnement de ces patients, avec des doutes diagnostiques, avec une remise en cause de l'efficacité ou de la pertinence de la prise en charge qu'ils leur proposent. Et puis, ils se sentent parfois démunis malgré les recommandations qui existent pour pouvoir appliquer les recommandations, ou en tout cas, ils trouvent que ça ne les guide pas forcément toujours pour prendre en charge tel ou tel patient.
Alors, concernant justement les différents types d'approches qu'on peut proposer à ces patients, il y a 2 ressources utiles pour nous médecins généralistes pour accompagner ces patients. Donc cette année, il y a eu une mise à jour de la recommandation de la HAS pour la prise en charge des patients présentant une lombalgie commune sous la forme d'une fiche mémo. Et puis un article qui était paru dans la revue Exercer l'année dernière qui traitait aussi de la prise en charge des personnes lombalgiques. Donc ces 2 documents récents sont assez convergents et ils mettent vraiment en exergue quatre éléments qui sont essentiels pour accompagner ces personnes. Donc tout d'abord une approche biopsychosociale et centrée sur la personne, une prise en charge qui souvent doit être multidisciplinaire et pluriprofessionnelle, l'accent à mettre assez précocement sur la prévention de la désinsertion professionnelle, et enfin la promotion de l'exercice physique. Donc ça, c'est extrêmement présent dans les différentes sources de la littérature et dans les recommandations. Le souci, c'est que pour la plupart d'entre elles, ces recommandations reposent sur un niveau de preuve assez faible, essentiellement un accord d'experts. On a souvent des bons niveaux de preuve pour savoir ce qui ne marche pas, mais quant à ce qui marche, on en manque un petit peu. Et puis les conditions de mise en œuvre et d'implantation de ce type de pratiques ne sont pas non plus connues pour savoir dans quel contexte ça peut marcher mieux que d'autres. Donc c'est à partir de tout ça, de toutes ces données, qu'on a émis les hypothèses suivantes qui sont vraiment à la source du projet Colombe. Donc notre hypothèse, c'est que à partir de formations interprofessionnelles qui regrouperaient des médecins généralistes, des kinésithérapeutes et des professionnels de santé au travail, formations qui traiteraient à la fois de l'approche biopsychosociale, de l'intérêt de programmes de rééducation actifs, des outils de maintien en emploi et du recours aux services de santé au travail et de coordination interprofessionnelle, on serait en mesure d'observer certains résultats à l'échelle des professionnels, donc certaines modifications de leur représentation, une modification de leur pratique, un accroissement de la coordination entre les professionnels et une meilleure satisfaction de ces professionnels. Si on observe ces résultats-là, on fait l'hypothèse aussi que ça permettra de proposer un accompagnement, une prise en charge un petit peu bonifiée pour les patients et d'observer donc in fine des résultats au niveau des patients avec à moyen terme et long terme une amélioration en termes de douleur, d'incapacité, de retour au travail, de qualité de vie. Et comme on est optimiste, on se dit même que si on observe des résultats au niveau du patient, on renforcera les résultats qu'on souhaitait observer au niveau des professionnels. Donc, basé sur ces hypothèses, on a imaginé ce projet sous forme d'une étude randomisée en grappes, avec des modalités très pragmatiques, un petit peu ce que tu disais, Jean-Yves, donc pratique dans la vraie vie. Et donc, on va faire participer au projet des groupes de professionnels qu'on appelle donc les grappes, qui sont composés de médecins généralistes et de kinés volontaires et intéressés par le projet qu'on leur présente, et qui seront chacun en charge, donc ce petit groupe de professionnels, de l'inclusion et du suivi de 25 patients lombalgiques, donc qui souffrent de mal de dos de façon persistante ou récidivante. Et puis pour pouvoir évaluer un petit peu les effets qu'on attend de l'intervention, on va embarquer dans le projet 10 grappes ou 10 groupes de professionnels qui seront tirés au sort dans le bras intervention, donc qui bénéficieront d'une formation interprofessionnelle telle que j'ai décrite tout à l'heure et qui suivront les patients, et 10 autres grappes qui seront dans un groupe contrôle, donc qui suivront les patients mais qui continueront à faire la prise en charge telle qu'ils ont l'habitude de la faire ou telle qu'ils souhaitent la faire. Et donc pour cela, on aura des équipes partenaires du projet dans les 4 départements que j'ai cités tout à l'heure, donc Nantes, Rennes, Nice et aussi ici à Angers. Donc les perspectives, ce qu'on attend de ce projet. Au niveau de l'essai clinique, on espère voir un effet positif sur le devenir, le pronostic des patients inclus dans l'étude, ceux notamment qui bénéficieront de la prise en charge dite bonifiée. On espère aussi voir des modifications au niveau des pratiques des professionnels, de leur satisfaction, et que ça pourra soutenir le développement de travail en équipe. On fait l'hypothèse que si ça fonctionne sur les patients de l'étude, il y aura un impact aussi sur d'autres patients, puisque les professionnels auront été formés et auront adapté un petit peu évolué dans leur pratique. Donc ça pourra avoir un impact positif pour d'autres patients lombalgiques ou qui ont d'autres problèmes de santé. Et enfin, on fait l'hypothèse aussi que si on a un impact positif sur des interventions précoces et en proximité, ça aura un impact positif en termes de réduction des coûts directs et indirects pour la société.
Et donc là, on a les quatre dimensions qui sont importantes pour la performance d'un système de santé. Ça, c'est le modèle de l'objectif quadruple, qui est d'améliorer l'expérience de soins des patients, l'expérience des professionnels, la santé des populations et la maîtrise des coûts. Voilà, donc hier midi a eu lieu la réunion de lancement du projet qui a regroupé les 4 départements que je citais avec des universitaires et puis les coordinatrices de recherche. Donc voilà, le projet va démarrer. Je vous remercie de votre attention. Christophe Bercout, Lille, Dunkerque. Merci Aline pour ta présentation. Merci Pierre-Yves pour ta présentation aussi. Je faisais une réflexion avec Pierre-Yves. Bon, effectivement, je bosse sur le Hawthorne pour l'instant. Je me faisais la réflexion avec Pierre-Yves, mais sa présentation, finalement, étant moins structurée que la tienne, prêtait moins à une réflexion sur l'effet Hawthorne dans ce genre d'essai. Là, j'ai relevé un certain nombre d'éléments de ce que tu présentes. Les médecins sont volontaires, donc ils sont intéressés par le sujet. Premier entrée dans le Hawthorne, les patients sont des patients lombalgiques chroniques, c'est-à-dire ce sont des patients qui souffrent depuis longtemps et donc ils attendent un bénéfice de l'intervention. Donc on a déjà notre biais de sélection qui est bien formaté. Les médecins volontaires vont suivre une formation. La formation va augmenter un biais de conformisme et de désirabilité sociale. Il va y avoir une désirabilité sociale qui va s'instaurer aussi bien chez les patients que chez les médecins. La prise en charge est globale, ce qui est très bien en soi. La prise en charge est globale, mais ça va représenter une modification de la relation médecin-patient avec le patient qui va se retrouver dans une situation entre guillemets privilégiée par rapport aux autres patients du cabinet. Autrement dit, on a à peu près tous les ingrédients constitutifs de l'effet Hawthorne. Comment comptes-tu éviter de voir arriver dans cette étude un énorme biais lié à cet effet? Alors, merci Christophe pour cette vaste question qui est effectivement un sujet important et qu'on retrouve quand même dans un certain nombre d'études. Juste pour corriger là sur les sélections des patients, on ne va pas inclure de patients avec des lombalgies chroniques. On sera avec des lombalgies au stade soit subaigu, soit aigu récidivant. Ça, c'était juste la petite... pour compléter. On va effectivement se heurter à ça. De toute façon, effectivement, on n'aura que des médecins et des kinés qui seront volontaires pour participer, mais ce sera le cas dans les deux groupes, dans le groupe intervention comme dans le groupe contrôle, puisqu'ils devront accepter de participer à l'étude avant d'être randomisés. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Après, dans l'étude, là, je n'ai pas présenté le design en détail. Il n'y a pas, par exemple, de visite imposée systématique chez le médecin généraliste dans le cadre du suivi de l'étude. Il va y avoir des autoquestionnaires patients, mais si un patient ne revient pas spontanément consulter, il ne sera pas convoqué. Donc on ne va pas provoquer de surmédicalisation qui aggraverait ce que tu décris en termes de patients qui seraient vraiment privilégiés par rapport à d'autres patients de l'étude. Donc là, ce qu'on va vraiment mesurer, c'est la différence entre la prise en charge, alors qui sera une prise en charge habituelle, mais on est d'accord que ce ne sera pas une prise en charge vraiment habituelle, mais la différence qu'il y aura entre les deux groupes, parce que les deux groupes vont être soumis à cet effet de désirabilité sociale, de suivi un peu plus vigilant, etc. La différence qu'il y aura entre les deux groupes, c'est que dans un groupe, ils auront suivi cette formation interprofessionnelle et pas dans l'autre groupe. Donc voilà, on sait qu'il va y avoir des biais, on sera capable de les décrire, tu les as bien décrits, on en est conscient. Maintenant, on a voulu l'étude la plus pragmatique possible pour faire en sorte qu'on diminue ces biais, mais on ne les supprime pas totalement. Donc, Jean-Baptiste de Nantes, la question c'est sur l'approche après psychosociale. Il y a le côté interprofessionnel, mais ça se manifeste comment en pratique, du coup, le côté plutôt psychosocial par rapport à l'intervention que vous décrivez? Donc le côté psychosocial, c'est que dans la littérature sont décrits un très grand nombre de facteurs de risque psychosociaux de passage
à la chronicité ou de persistance d'une plainte lombalgique, que ce soit des facteurs donc essentiellement psychologiques, comportementaux, des facteurs sociaux, des facteurs professionnels. Donc ça va être essentiellement que le médecin soit à la fois vigilant et explore un petit peu de manière systématique ces différents champs pour repérer les éventuels facteurs qui semblent importants chez ce patient-là et puis ensuite les prendre en compte. Donc il n'y a pas de démarche très systématisée dans le sens où on n'a pas prévu de questionnaire systématisé d'évaluation des facteurs de risque psychosociaux. On va plutôt être dans de la sensibilisation aux médecins à ces facteurs-là. Et puis en fait la formation elle se fera pas mal sous forme aussi de... donc on va apporter du contenu mais il va y avoir des groupes d'échange de pratiques pour que chacun comprenne comment, partage son expérience et partage notamment entre kiné aussi et médecins pour qu'il y ait un peu une compréhension commune et une sensibilisation commune à ces éléments-là. Au niveau de l'interprofessionnalité, est-ce qu'on a prévu éventuellement d'intégrer des assistantes sociales, des travailleurs sociaux, éventuellement après des psychologues, psychiatres, ou je sais pas. Alors pas dans le design de l'étude parce qu'on a déjà un gros défi là, à recruter ensemble des grappes qui sont médecins, kinés, et dans la formation, donc ils se formeront ensemble avec aussi un professionnel de santé au travail. Donc il n'y aura pas comme nécessité d'avoir d'autres membres de l'équipe. Après, on va avoir, en fonction des équipes recrutées, il y en a un certain nombre qui travaillent par exemple en maison de santé. Ce sera un facteur favorisant pour participer à l'étude. Maison de santé au sein desquelles il peut y avoir d'autres professionnels qui seront tout à fait amenés à participer. C'est un essai pragmatique, donc là, je n'ai pas décrit le design de l'étude, mais il y a cette base un petit peu commune dans le groupe intervention, mais que ce soit dans le groupe intervention ou dans le groupe contrôle, les patients pourront être pris en charge par d'autres professionnels de manière tout à fait libre si c'est jugé pertinent par les professionnels de santé. Serge, je crois que tu voulais intervenir. Non, c'était une question... D'abord, bravo pour ce projet intéressant et bien mené. Tous les patients verront les kinés, avant de prolonger ma question. Alors, donc ça dépend du groupe contrôle ou du groupe intervention. Non, dans le groupe intervention. Dans le groupe intervention, il sera systématiquement proposé à ces patients un programme de réentraînement physique à l'effort de 15 séances, à raison de 2 à 3 séances d'1 heure par semaine. Voilà. Donc c'est un essai pragmatique dans le sens où ce qui va être systématique, c'est la proposition. Et après, le patient fera 0, 5, 8, 15 séances comme il le souhaite. On a prévu une rémunération pour les kinésithérapeutes, pour les indemniser. Non, c'est ce que j'avais compris, du coup, je vais prolonger ma question. Je pense que dans les lombalgies, qu'elles soient aiguës ou chroniques, il y a une grande part de somatisation, voire de dépression, et qu'il est important à un moment donné de faire prendre conscience aux patients de cet élément-là, et il est parfois très difficile de le faire, voire de les faire changer d'espace, comme on dit. Et d'ailleurs, c'est un des points que je vois beaucoup en supervision avec les internes, qui dit lombalgie dit kiné. Et moi, donc, et la question que je pose du coup, c'est est-ce que en ayant cette démarche de systématiquement adresser au kiné, est-ce qu'on ne rentre pas dans l'organicité pour une série de patients qui relèvent d'une autre démarche ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense que d'abord, la kinésithérapie, c'est pas forcément uniquement une approche strictement organique. Donc, il y a quand même un certain nombre de kinésithérapeutes qui développent des approches en intégrant les facteurs psychosociaux. Donc, on va s'appuyer aussi sur l'expertise des kinés à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que la formation interprofessionnelle, ça vise aussi à provoquer justement des échanges entre médecins et kinés dans les équipes qui travaillent ensemble ou qui, on le souhaite, travailler ensemble. Donc, pour justement éviter le décalage, c'était le sens un peu de l'image que je montrais tout à l'heure avec les patients qui ont l'impression qu'on leur dit A d'un côté, B de l'autre, c'est du troisième côté et qui du coup trouvent la prise en charge incohérente et qui soit se découragent, soit ne font plus que ça. Et le troisième élément, c'est que je pense qu'on ne peut pas avoir une approche vraiment trop dichotomique entre purement somatique, purement psychologique. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment intégrées et que même chez quelqu'un qui a une forte composante dépressive ou qui a vraiment une composante psychologique importante, la lutte contre le déconditionnement physique à l'effort est quand même quelque chose d'important
temps, parce qu'il va falloir du temps, comme tu dis, pour changer d'espace, pour avancer un petit peu sur ce plan-là. Et si pendant ce temps-là, tu as un gros déconditionnement physique, ce sera quand même d'autant plus difficile de passer un peu au-delà de ça. Donc je pense qu'il faut travailler sur les différents plans alors j'allais dire en parallèle, mais justement pas en parallèle. Je pense qu'il faut le faire en même temps ou de façon synchrone ou un petit peu l'un après l'autre, mais en le faisant ensemble en fait. Et justement pas en disant moi je m'occupe du psycho, le kiné s'occupe de l'organique et du coup s'il part chez le kiné il va faire que l'organique, etc. Et c'est vraiment l'enjeu de cette intervention qui va être qui est une intervention complexe et dont on va sans doute avoir un petit peu de mal aussi à détricoter les fils. Mais on a essayé de construire un design de façon à recueillir des éléments à chaque étape pour comprendre un petit peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Merci pour cette présentation. Je trouve que l'approche pragmatique, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Par contre, le détricotage des effets et tout ce qu'on appelle les interventions complexes, ça, il y a intérêt à... Par exemple, vous parliez de dépression. Il se peut que les effets, en fonction de niveau de dépression, pas uniquement de oui-non, puissent être différents. Donc peut-être avoir la possibilité de stratifier ou de le prévoir a priori. Ma question, elle portait plus sur... En fait, dans cette intervention... Quel est votre critère de jugement principal? Qu'il soit, il n'est pas forcément unique, hein, il peut être composite, ça peut être une chaîne de critères qui s'enchaînent. C'était un peu avoir cette idée. Qu'est-ce qui va vous dire que, in fine, effectivement, c'est efficace? Alors ça a été la question qu'on a débattue pendant des mois et des mois. On a fini par choisir un critère de jugement principal très simple qui est une échelle d'invalidité. Incapacité fonctionnelle, donc de voir la différence entre l'incapacité fonctionnelle et puis 12 mois plus tard. Mais on a également prévu d'autres critères de jugement secondaire, donc en termes de douleur, de qualité de vie, de retour au travail. Et on a d'autres critères vraiment plus secondaires. Et on a un critère composite qui est basé vraiment sur ce qui est issu de la littérature chez les patients, c'est-à-dire que les trois gros critères qu'ils mettent en avant, c'est avoir moins mal, avoir moins d'incapacité physique et être capable de travailler. Donc on a ce critère composite-là aussi. Merci Aline pour ton travail. J'ai été un peu surpris par le fait que tu construises tes grappes à partir de 1 ou 2 kinés et 2 à 4 fois plus de médecins. Quelle hypothèse tu as fabriquée pour les construire comme ça? Parce que je pense que tu as une idée derrière la tête pour les faire comme ça et je pense que la salle peut en profiter. Alors, le nombre de médecins a d'abord été fixé en fait parce que on avait des objectifs, on avait fait un calcul de nombre de sujets nécessaires par rapport aux critères de jugement principal, et donc il nous fallait un certain nombre de médecins pour que la charge d'investigation soit pas trop lourde. Donc on avait défini que 5 à 8 médecins pour 25 patients, c'était assez raisonnable, qu'il fallait quand même un certain collectif aussi pour qu'il y ait des pratiques qui bougent à l'échelle des équipes ou de groupes de professionnels de santé sur des territoires. Donc ça a été plutôt à partir du nombre de sujets nécessaires. Après, au niveau des kinés, il y a plusieurs en fait, questions et difficultés qui peuvent se poser. C'est-à-dire qu'il faut que les médecins soient en mesure de mobiliser des kinés sur leur territoire. Et on a volontairement fait quelque chose d'assez large entre 1 et 4, parce que dans certains territoires, il n'y a qu'un seul kiné qui rentrera dans le projet, et dans d'autres, on ne voulait pas empêcher des kinés qui seraient motivés, donc on pouvait monter jusqu'à 4. On fait aussi l'hypothèse que sur des territoires, il y aura plus de kinés, mais que souvent à l'intérieur d'un groupe de kinés, ils sont 5 kinés, il y en a 1, 2, 3 qui sont plus intéressés par ci, par ça, et que finalement, en questionnant les kinés, ils nous disaient, si on rentre dans le projet, probablement qu'il y en a 2 qui vont participer, et puis les patients qui seront inclus dans le projet, ils verront ces 2 kinés-là préférentiellement, et ça ne nous pose pas de soucis au sein du groupe, c'est un accord. Ils fonctionnent pas mal comme ça, avec des techniques, des formations qu'ils ont fait, donc c'est comme ça qu'on a déterminé. Ok, merci beaucoup. Merci Aline pour cette présentation et les réponses aux questions.